J'interviens juste avant la réalisation du journal télévisé sur le plateau 2 de TV Liberté. Nous vous devons un grand merci pour votre générosité et votre engagement à nos côtés. Votre soutien est un vrai motif de fierté. Mais nous ne sommes pas sereins car les objectifs ne sont pas atteints. TV Liberté ne vit que des dons de ses téléspectateurs. La chaîne n'appartient à aucun publicitaire, aucun lobby, aucun parti, aucun milliardaire ou oligarque. TV Liberté appartient à ses donateurs. Alors, pour qu'en 2021, votre chaîne continue sur sa lancée et défende la vérité, aidez-nous tout de suite et avant le 31 décembre, ensemble pour nos libertés. Frappons plus fort. Chers amis téléspectateurs, je voudrais ce soir faire une chronique un peu spéciale en parlant plus précisément de votre chaîne de télévision préférée, TV Liberté. Dans TV Liberté est inclus un mot magnifique, le mot liberté. Nous le savons tous, jamais la liberté d'expression n'a été à ce point attaquée depuis à peu près un demi-siècle. Les lois aberrantes se succèdent depuis grosso modo les années 70. Je veux parler des lois Pompidou-Pleven, des lois mémorielles qui ont d'ailleurs connu leur point d'orgue avec la loi épouvantable votée par le président Chirac et Raffarin en 2004, la fameuse loi pénalisant l'homophobie, le racisme, le sexisme et j'en passe, cette loi étant complétée avec la régularité d'une horloge suisse par des textes totalement liberticides. Dans ce contexte de dictature en marche qui ne dit pas son nom, TV Liberté offre un rempart exceptionnel de protection de la liberté d'expression. J'oserais dire que j'en suis la preuve vivante. Vous avez dû supporter environ 500 de mes chroniques et j'en profite pour saluer votre courage. Petite question, les dirigeants de TV Liberté sont-ils intervenus une seule fois dans mes chroniques? La réponse est jamais. Imaginons maintenant que j'ai fait 500 chroniques sur n'importe quelle autre chaîne de télévision ou que j'ai rédigé 500 articles dans n'importe quel journal, à part évidemment les journaux de la résistance authentique. Je peux vous affirmer que j'aurais eu des dizaines, peut-être des centaines de réflexions, conseils ou ordres de dire ou d'écrire différemment, ou de dire ou d'écrire telle chose, ou de ne pas aborder tel sujet. Le politiquement correct écrase le monde médiatique et pas chez TV Liberté. Chez TV Liberté, la liberté est au service de la vérité totale. J'avoue être impressionné par la qualité des dirigeants de la chaîne qui insufflent ce bel esprit. J'avoue être impressionné par la qualité des journalistes qui font le journal quotidien ou qui organisent des interviews, qui font un travail remarquable au service de la vérité et non d'une idéologie. Je ne prendrai qu'un seul exemple, le traitement du Covid par Élise Blaise. Quel média français pourrait prétendre aujourd'hui avoir développé une telle qualité d'analyse et s'être si peu trompé sur un phénomène utilisé par les pseudo-gouvernants actuels pour renforcer la dictature qui s'appesantit sur notre pays? Je peux donner la réponse sans risque de me tromper, aucun. Sur le Covid, la rédactrice en chef du Journal du Soir est devenue l'une des meilleures spécialistes du sujet en France. Je reviens à mes chroniques. À l'évidence, sur ces 500 chroniques incisives, la probabilité qu'un certain nombre d'entre elles aient agacé les dirigeants de la chaîne est grande. Pourtant, jamais aucune réflexion ne m'a été faite. Pour conclure, il me semble qu'il est un devoir de résistance d'aider puissamment cette chaîne courageuse et pleine d'avenir. Ce soutien peut se manifester en parlant de TV Liberté dans votre environnement et bien sûr en faisant un don bien nécessaire pour que la chaîne puisse se développer. Elle le mérite vraiment et la France a besoin d'elle car la liberté en France est plus menacée que jamais.
Quoi que vous fassiez pour lui permettre de prolonger son action empreinte de salubrité, je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous pourrez faire pour TV Liberté, vous souhaite une très belle soirée et vous dis à demain. Maintenant que les sapins de Noël et les guirlandes ont été libérés, le gouvernement doit se trouver un autre terrain de jeu pour enquiquiner les honnêtes citoyens. Il s'est trouvé une nouvelle cible, les skieurs qui ont la mauvaise idée d'aller dévaler les pentes enneigées à l'étranger. Oui, bien sûr, chez de voisins européens, comme en Belgique par exemple, où l'on peut faire du chousse sur la colline de Waterloo. Il y a donc effectivement des stations de ski ouvertes, mais aussi des remontées mécaniques qui fonctionnent, et cela derrière nos frontières. Et finalement, les amateurs de sport d'hiver sont condamnés en France à patauger dans la neige sans pouvoir glisser sur les pistes, ni siroter un bon petit vin chaud, alors qu'à l'étranger, ils peuvent évidemment faire du ski. Aller skier à l'étranger. Voilà un comportement scandaleux, parfaitement anti-citoyen, qu'il s'agit de réprimer vite fait bien fait. Rendez-vous compte, en allant s'agglutiner dans des stations de ski en Suisse ou en Autriche, tous ces sportifs inconscients vont aller cueillir le coronavirus entre deux Edelweiss, risquent de le ramener en France et pif paf pouf, on est bon pour un troisième confinement. Il s'agit donc de sévir. Pour ce faire, Jean Castex propose donc de sortir l'artillerie lourde. Il nous explique, l'idée est d'empêcher les Français d'aller se contaminer dans les stations de ski en Suisse. Au secours! Rappelons d'abord qu'il n'y a que quelques pourcents de Français qui partent faire du ski et que parmi ces quelques pourcents, tous n'ont pas les moyens d'aller dépenser des francs suisses. On est donc dans la minorité de la minorité, mais qu'importe. Il faut donc envisager d'isoler 7 jours les passagers de voitures qui viennent de pays frontaliers où les stations de ski seront ouvertes comme la Suisse ou l'Espagne. Tout cela implique des contrôles aléatoires des voyageurs et des mises en quarantaine aux frontières, mais aussi dans les aéroports pour les destinations non frontalières où les stations de ski seront ouvertes, comme l'Autriche par exemple. Nom d'un chien, ou plutôt nom d'une chienne, pour faire plaisir à Marlène Schiappa. Ça ne plaisante pas. Les modalités de la quarantaine sont toujours en cours de discussion. Soit une quarantaine dans un lieu d'hébergement proche de la frontière, soit au domicile des voyageurs. J'aime assez la première option. L'idée de me passer une bonne petite semaine dans le Jura suisse à boire un de ces délicieux petits vins blancs qu'ils font par là-bas, accompagné d'une bonne fondue au Mont d'Or, ma foi, ça se tente, surtout si c'est gratis-gratos. Mais au fait, c'est intéressant ça. Ces mesures impressionnantes signifieraient-elles que les frontières existent? Je pensais que c'était un truc de facho, moi, les frontières. En plus, il serait envisageable de faire des contrôles aux dites frontières. Mais voilà qu'on frise la mesure néo-nazie. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour le virus, non? Je conseille donc à l'ami Castex, qui est sur la voie de l'illumination et de la prise de conscience, d'aller jusqu'au bout du raisonnement. Si les frontières, à la différence du Père Noël, existent bel et bien, ce serait dommage de ne s'en servir que pour les skieurs et skieurs. On pourrait, je ne sais pas moi, les utiliser pour filtrer les migrants, non? Qu'en dites-vous? Et puis, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? S'il est condamnable d'aller faire à l'étranger ce qui n'est pas autorisé sur le territoire national, pourquoi ne pas appliquer ce principe de bon sens à la GPA par exemple? Si aller skier dans la Sierra Nevada, c'est vraiment momoche, se faire inséminer à Barcelone, c'est tout aussi momoche. Mais bon, vous imaginez bien qu'une telle révolution copernicienne de la part de nos aimables ministres, ça n'est pas gagné. Comme le disait notre bon vieux Pascal il y a presque 4 siècles, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Sur ces très belles paroles, je vous souhaite une belle soirée et vous dis à demain.
Dans un entretien récent avec les journalistes du Figaro, Manuchon bombait son torse maigrichon et indiquait à ses interlocuteurs qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Les frontières allaient être consolidées. Bien évidemment, les journalistes buvaient les paroles du président bien-aimé et se gardaient bien d'indiquer dans leur journal que de telles déclarations n'étaient qu'une immense bouffonnerie, puisqu'il ne s'agissait que de faire de la com, encore de la com, toujours de la com, vis-à-vis des lecteurs du Figaro, plutôt classés à droite. Grappiller par-ci par-là quelques voix à droite en affichant ses gros muscles, telle était la stratégie de Manu, aidé en cela par le journal Le Figaro. Que quoi qu'il disait le Manu dans ce fameux entretien, qu'il était important de rétablir les frontières afin notamment de lutter contre l'immigration clandestine. Sur un plan théorique, le Manu méritait la note de 20 sur 20. En effet, le seul moyen de lutter contre l'immigration clandestine est de rétablir un solide contrôle aux frontières du pays. Le seul petit problème est que le pays du Manuchon n'est pas le nôtre. Son pays à lui, c'est l'Europe. Et sur la législation européenne, et notamment sur ce qu'est l'espace Schengen, le Manu n'a aucun pouvoir. Comme il le sait parfaitement, il sait également qu'en parlant du rétablissement des frontières, il ment comme un arracheur de dents. Cela dit, lorsqu'un arracheur de dents vous arrache une dent, cela fait très mal. En revanche, lorsque le Manuchon, gros menteur et gros bonimenteur, indique virilement qu'il veut rétablir les frontières, les journalistes du Figaro prennent pour argent comptant ces déclarations, n'émettent pas la moindre critique sur le sujet et emberlificotent leurs lecteurs qui se disent « Finalement, il est plutôt bien ce petit Manuchon ». Revenons à la réalité des choses. La folie de nos gouvernants depuis un demi-siècle aboutit à une invasion migratoire dont les conséquences autour de l'année 2050 seront très simples. Les Français, de souche, seront minoritaires dans leur pays. Cette année, par exemple, la France a accueilli, dans la joie et la bonne humeur, plus de 400 000 immigrés clandestins ou pas. Nous savons que le coût annuel de l'immigration est compris entre 50 et 100 milliards d'euros par an, alors que notre déficit des finances publiques est de l'ordre de 3 000 milliards d'euros. Le système politico-médiatique qui justifie quotidiennement cette aberration est objectivement complètement fou. Car la meilleure définition de la folie est la suivante: le fou est celui qui ne perçoit plus la réalité. À cet égard, il faut le dire et le répéter, le système politico-médiatique est devenu complètement fou. La France ne sera donc sauvée que si le monde de la résistance, comme par exemple la communauté TV Liberté, travaille à temps et à contre-temps à rétablir la réalité des faits et à agir en conséquence. Telle est au jour le jour notre mission exaltante qui un jour permettra la reconstruction générale. Sur ces très belles paroles et cette belle conclusion, je vous souhaite une belle soirée et vous dis à demain. Manu aime le suspense. C'est peut-être Tata Brigitte qui lui a donné le goût des romans policiers. Vous savez, ceux qui vous tiennent en haleine jusqu'à la dernière page, quand on se demande si c'est bien le colonel Moutarde qui a tué le docteur Lenoir avec une clé anglaise dans la bibliothèque. Le suspense, version Macron, ça donne plutôt ça. J'y vais ou j'y vais-y pas? Vous pensez que je vais y aller ou vous subodorez que je n'y mettrai pas les pieds? Le tout accompagné d'un sourire ravageur du style... Et puis, l'on a droit à des petites phrases, comme cette déclaration faite au micro du journaliste de Brut il y a quelques jours et passée presque inaperçue. Je cite, « Peut-être que je ne pourrais pas être candidat, peut-être que je devrais faire des choses dans la dernière année, dans les derniers mois, dures parce que les circonstances l'exigeront et qui rendront impossible le fait que je puisse être candidat. » Fermez les guillemets. Bigre de pataplouf. Il y a beaucoup de choses à dire d'une déclaration pareille, mais une chose est sûre, en termes de langue française massacrée, Manuchon égale Sarkozy, ce qui est un exploit. Alors, qui raconte le gare? D'abord, les choses dures qu'il va peut-être faire dans les prochains mois. On tremble, vu tout ce qu'il a déjà imaginé. Nous avons l'embarras du choix.
Un triplement des impôts pour compenser les dépenses dues au financement de l'économie sous assistance respiratoire. L'institutionnalisation du mariage à trois ou l'autorisation de l'infanticide post-accouchement. Un accord migratoire avec Erdogan. L'attestation obligatoire de circuler entre la chambre à coucher et la salle de bain avec contrôle policier à la clé. L'emprisonnement préventif pour tous les auditeurs de TV Liberté. Le port du masque pour les enfants à partir du 6e mois de grossesse. Le remplacement des centrales nucléaires de la vallée du Rhône par des dynamos montés sur pédalo. Il y a de quoi faire. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées et le pire n'est jamais décevant. Cela dit, cette déclaration manuchienne fait froid dans le dos. Elle nous renseigne d'abord sur le fait que Macron a de la ressource et des idées en réserve pour abîmer encore un peu plus notre pauvre France. Ensuite, elle nous apprend qu'il n'a potentiellement absolument pas l'intention d'assumer les conséquences de ses idées tordues devant les urnes. Ce qui serait du jamais vu. Le mandat présidentiel qui se transforme en 5 années de n'importe quoi, on rase gratis. Et après les enfants, débrouillez-vous, cela ne me regarde pas et je pars en vacances au Touquet avec ma brichetounette. Le signal d'irresponsabilité ainsi envoyé serait désastreux. Mais à toute chose, malheur est bon. Il est sûr que nous aimerions tous que Macronimus paie pour ses terribles agissements et qu'il morde la poussière un bon coup. Mais si nous pouvions, à minima, avoir la garantie de le voir disparaître dans les poubelles de l'histoire, ma foi, ce ne serait pas si mal. Sur cette conclusion de tri sélectif écologique, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Dans son grand numéro perpétuel de « En même temps », Emmanuel Macron fait toutes les 5 minutes des interventions de 25 minutes sur les grandes chaînes d'information pour parler aux bonnes gens bien installés et les rassurer sur sa stature présidentielle en ne parlant que pour ne rien dire. Et en même temps, il prend la parole sur des médias alternatif, comprenez des trucs de gauche pour jeunes branchés. Il faut causer à tout le monde, n'est-ce pas? Et là, il ne parle pas pour ne rien dire, mais là, il aurait mieux fait de se taire. Macrocom s'est donc prêté à l'exercice d'un interview sur le média Internet qui répond du doux nom de Brut, qui, la plupart du temps, est un monument dans le genre bien-pensance de gauche à destination d'un public décérébré, croyant être libre et informé parce qu'il perd son temps sur les réseaux sociaux. Et là, attention à la casse. Imaginez le pire dans la surenchère des magots, eh bien, c'est pire que le pire du pire. L'une de ses trouvailles a été d'expliquer sur Brut qu'il fallait davantage honorer les étrangers dans l'espace public. Les étrangers ? Tous les étrangers? Non, bien sûr, tous ne sont pas vraiment funky. Jacques Offenbach, le compositeur d'origine allemande, Léon Gambetta, le petit-fils d'immigrés italiens, ou Marie Curie, la brillante chimiste polonaise naturalisée, ça ne fait pas fantasmer, non vraiment. Non, discrimination positive au rendez-vous, Macron a donc affirmé vouloir établir une liste de 300 à 500 noms de personnalités noires et arabes pour les honorer dans l'espace public. Mais oui, c'est toujours le même problème. Elles sont invisibles, ces belles personnalités noires et arabes. Et comme elles contribuent sans discussion possible à la grandeur de notre beau pays, il faut bien vite corriger cette injustice. Nul doute qu'un redoutable comité des Théodule a déjà dû être monté pour plancher sur la question. En attendant qu'il rende ses conclusions, je vois déjà le tableau, j'en ai fait un rêve. Montant dans ma voiture garée le long de l'avenue Mohamed Merah. Je remonte tranquillement jusqu'à la place des frères Kouachi et là je prends à gauche, évidemment je ne vais pas tourner à droite, c'est en sens interdit, pour finir par déboucher sur le boulevard Adama Traoré. Après avoir fait mes courses dans le centre commercial Amédi Koulibaly, je rentre bien tranquillement à mon domicile situé au 3 bis rue Théo Luaka. Quelle vision de rêve!
Macron, c'est le président caméléon dans toute son horrible splendeur. Il change de couleur en fonction de son auditoire. Et sa performance chez Brut a donné lieu à l'un des plus pitoyables exercices de ramping électoral qu'on ait vu depuis longtemps. À plat ventre devant les banlieues, les gentils immigrés et la culture Jones, vent debout contre les flics et tous ces salopards de blancs. Non mais des fois. Pourtant, il semble qu'il en fasse partie de ces salopards de blanc, mais cela lui a peut-être échappé l'espace d'un instant, pris qu'il était dans sa transe politicienne. À la fin de l'entretien, le journaliste a demandé à Macrocom ce que signifiait pour lui être français. Macrocom a répondu que cela revenait à, j'ouvre les guillemets, participer à un projet de société, à appartenir à un pays, monde, nourri des cultures de tous les continents. Pour être brut, c'est brut de brut de brut. Une chose est sûre, je ne manquerai pas de déboucher le champagne le jour où disparaîtra notre dirigeant, entre guillemets, notre dirigeant de la France, de la France monde, de tous les continents, des astres du ciel, de la lune et des étoiles, et j'en passe. Et cette bonne bouteille de champagne, ce sera une bonne bouteille de brut. Je vous quitte sur cette conclusion alcoolisée, vous souhaite une très belle fin de semaine et vous dis à lundi.